Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Anguilla, le podcast qui reçoit des personnalités inspirées et inspirantes qui ont su créer la différence dans leur domaine. Des personnes qui expliquent leurs réussites et leurs échecs avec la même énergie pour nous donner une leçon de vie. Des personnes qui nous inspirent par leur expérience. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de tout simplement singulier. Elle inspire par sa simplicité, par son bagage intellectuel, par son expérience et par tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle pense de la déscolarisation des jeunes filles en Afrique? Comment elle a emprunté un chemin professionnel dans un domaine réservé généralement aux hommes? Et comment conjugue-t-elle sa vie conjugale et son métier qui exige beaucoup de déplacements sur le terrain? Et bref, rien ne sera occulté dans cet échange franc que nous allons avoir avec une invitée spéciale. Privilégiés, abonnés, recevons Mme Juliette Béranger-Kenom, experte en communication. Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Sako et merci encore pour l'invitation. Pour faire simple, est-ce qu'on peut se tutoyer? On va se tutoyer, oui, je préfère aussi. Ok, merci pour cette permission. Okay. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Qui es-tu, Mme Juliette Béranger? Alors, oui, c'est ça, c'est bien mon nom, mon prénom. Je suis Juliette Béranger-Kenom, âgée de 36 ans aujourd'hui, mère de 2 enfants, mariée, et puis vivant donc ici en Guinée, à Conakry. Mes parents sont 100% béninois, s'il faut qu'on parle de mes origines, mais j'ai un parcours un peu atypique puisque je n'ai pas grandi au Bénin. Beaucoup de curiosité d'ailleurs. Tant mieux, ouais. Comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui c'est sans filtre, sans tabou. Okay. Donc on va vraiment donner toutes les informations que beaucoup de personnes peut-être s'attendent à avoir. Donc je vais en profiter aujourd'hui de cette plateforme Anguilla pour pouvoir m'exprimer et raconter un peu mon parcours. Donc j'ai pas grandi au Bénin, je suis née au Bénin. Et à l'âge d'1 an, ma mère m'a pris sur le dos pour m'amener avec elle en France. Elle était enceinte à ce moment-là de mon petit frère, le premier, parce que j'en ai 2. Et j'ai fait toute ma scolarité donc en France, de la maternelle jusqu'à, on va dire, à mon master dans une école privée. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été évident déjà en France parce qu'on sait un peu aussi le regard que peuvent avoir les autres, surtout pour une Africaine qui est plutôt studieuse, parce qu'il faut le dire, j'étais quand même plutôt studieuse, j'étais très appliquée dans ce que je faisais et ça a quand même surpris beaucoup de personnes. Et après mon master, j'ai quand même eu du mal à trouver du travail, il faut se l'avouer, en France. J'ai fait des petits boulots, j'ai été par exemple caissière dans des supermarchés, j'ai gardé des enfants, j'ai passé la serpillière, j'ai fait vraiment de petites choses qui m'ont permis... Malgré ton diplôme? Malgré mon diplôme. Ok. Et même pendant mon diplôme, j'ai dû travailler l'été chez une grande boîte, on va dire, de fast-food que tout le monde connaît. Je ne dirais pas le nom pour ne pas faire trop de publicité. Okay. Mais ça aussi, ça a été très formateur. C'est vrai que ça m'a forgé dans mon esprit de persévérance, d'endurance. Et donc, comme je n'ai pas eu tout de suite un boulot en lien avec... ma formation de base, donc la communication. Il a fallu que j'aille sur Paris un jour parce que mon père à la maison me mettait la pression pour me dire voilà, c'est bon, les études, ça suffit maintenant. Tu ne vas pas avoir ton doctorat ou ta thèse en en communication. Il faut que tu puisses maintenant travailler. Donc, ce jour-là, j'ai eu une grosse pression sur moi et je me suis dit, bon, comme j'ai des amis sur Paris, je vais aller chez une copine là-bas, essayer de trouver du boulot sur Paris parce qu'on disait souvent que c'est plus facile de trouver du travail à Paris que d'en trouver dans la petite ville dans laquelle j'ai grandi. D'accord. Là, tu n'étais pas encore à Paris. J'étais en province, ou dans une autre ville. C'est ça. Laquelle? C'est Toulouse. 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 J'ai grandi là-bas. Et donc, je suis arrivée à Paris avec un petit sac à dos, un ordinateur pour essayer de trouver du travail parce que d'abord, je me suis dit, arriver dans la capitale comme ça, par quoi je vais commencer? Donc, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à rechercher les entreprises qui proposaient donc des petits boulots. Je suis tombée d'abord sur une entreprise qui avait un besoin pour tout ce qui est langage des signes. Alors moi, je ne m'y connaissais pas du tout en langage des signes, mais tellement j'avais besoin de boulot,
je me suis dit que tant pis, je vais envoyer ma candidature. On m'a rappelé et on m'a demandé si je savais parler la langue des signes. J'ai dit non, mais j'apprends vite. Donc, je peux apprendre. Et on m'a dit malheureusement, on a besoin de quelqu'un qui sache parler parce que ce boulot-là nécessite de pouvoir parler. Donc, malheureusement pour moi. Ensuite, j'ai postulé pour une entreprise donc, en Guinée. Et je pensais être une agence de voyage parce que j'ai fait aussi des études de tourisme. J'ai une licence en tourisme. Et je me suis dit, bon, si je trouve rien dans la communication, c'est pas grave. Je vais aussi, pourquoi pas chercher un boulot dans ce domaine. Et j'ai postulé et je me suis rendu compte que finalement, c'était une agence conseil en communication basée en Guinée. Donc, qui recherchait une assistante. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée finalement en Guinée avec quand même la boule au ventre parce que je ne savais pas, je ne suis jamais venue en Guinée. Bien que j'ai pu faire plusieurs déplacements au Bénin. Au moins tous les 2 ans, mes parents tenaient à ce que ma famille et moi puissions nous rendre dans notre pays d'origine, coller un peu, se connecter à la culture et compagnie, ne pas l'oublier. Bien qu'on ait grandi en France, on a toujours eu cette éducation très africaine. Mon père était plutôt dur. Je sais qu'il va me regarder, mais il faut que je le dise. Et quelque part, c'est pas plus mal parce qu'il a aussi aidé à la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà, je suis arrivée en Guinée et je touche du bois. Hein. Depuis 2012, je suis en Guinée et honnêtement, l'accueil que j'ai pu recevoir dès les premiers jours en descendant de l'avion et aujourd'hui, je peux dire que je me suis jamais sentie autre que guinéenne en fait. Ok. On va revenir un peu sur ton parcours. D'abord, tu parles beaucoup de ton papa. Dis-moi, quel est ton meilleur souvenir d'enfance d'abord avec tes parents? Quel est le souvenir qui te revient tout le temps quand tu penses à ton enfance? Alors, c'est vrai que mes parents sont, on va dire, de la classe moyenne. Okay. Mon père, par exemple, a décidé de pouvoir ouvrir une société de nettoyage, par exemple. Et on allait souvent l'aider. Ma mère aussi a travaillé dans des supermarchés. Malgré ça, ils ont tout fait pour qu'on ait une éducation et qu'on ne manque de rien en fait à la maison. Bien que voilà, on était quand même dans des quartiers assez populaires, mais on ne le ressentait pas. Il faisait en sorte que on se sente comme tous les autres enfants de notre âge. Donc, un des souvenirs qui m'a beaucoup marqué de mon enfance, c'est Noël, par exemple. Bon, okay. C'est vrai que chez moi, en fait, il y a de la diversité. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, mais Noël, c'était une période particulière où qu'on soit chrétien ou musulman dans la famille, on se réunissait tous, on se retrouvait. Et mes parents faisaient en sorte qu'on ait vraiment les meilleurs cadeaux. Donc, mes cousins avaient leurs cadeaux, mais nous, on savait qu'on allait avoir ce qu'on avait toujours demandé. Donc, on avait des consoles de jeux et compagnie, dernier cri. Et je sais qu'aujourd'hui, avec du recul, ça n'a pas été évident pour eux de pouvoir nous offrir tout ça. Et voilà, j'en suis aujourd'hui très reconnaissante. Je leur passe un message pour leur dire vraiment ce qu'ils ont pu faire pour mes frères et moi. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et je les en remercie. Et j'essaye vraiment de suivre leur voie avec mes enfants, leur donner aussi le meilleur de ce qu'ils peuvent avoir dans ce monde. Dans la même lancée, voilà. Quelle est l'histoire amusante dont tes parents ne cessent de parler chaque fois qu'on parle de toi à la maison? Qu'est-ce qu'ils racontent? Quelle est l'histoire drôle que t'a aperçue de ton enfance? Alors, c'est aujourd'hui à travers mes enfants parce que je les appelle et je me plains, je leur dis « Ah, ma fille a fait ça, mon fils a fait ça ». Et ma mère me dit « Mais tu penses que ça vient d'où? Ça vient de qui ?» Donc, les bêtises, les petites, comment dire, les petits dégâts que je pouvais faire. Une fois, par exemple, ma mère me rappelle souvent que quand j'étais toute petite, je me suis assise sur la tête de mon petit frère. Okay. Et si ma grand-mère n'était pas là, ça aurait pu être quelque chose de très dangereux. Donc, j'étais quand même casse-cou. Aujourd'hui, je suis très droite dans mes bottes, mais je peux vous dire que quand j'étais plus jeune, j'en ai fait des choses. D'accord. Et là, heureusement, la grand-mère était là. Mais à l'école, dis-moi, quelle était ta matière préférée? Dans quelle matière vraiment tu étais balèze? Moi, c'était les langues, en fait. Les langues, déjà, tu en parles combien? Bon, j'en parle. Alors, je parle le français, ça, vous le voyez. Okay. L'anglais, je me débrouille en anglais. J'ai fait de l'espagnol, de l'italien, du grec et de l'allemand. Et je parle
peu le fond, la langue de chez moi, mais je comprends absolument tout du fond. Et je commence à comprendre aussi le soussou. Super. Voilà, quelques mots aussi de malinké parce que mon mari, en fait, est ivoirien, mais il a grandi dans une famille de Djoula. Donc, parfois, quand il échange, même ici, avec d'autres personnes, il m'apprend beaucoup de choses sur cette langue magnifique, qui est le malinké. Là, pour sortir de ce cadre biographique, quelles sont les 3 personnalités qui inspirent votre vie, ta vie, et qui continuent encore à l'influencer? Des personnes vraiment qui t'ont fabriqué et qui continuent encore à avoir un impact sur ta vie. Alors, je dirais que j'ai une mentor. On peut dire que les mentors aussi influencent beaucoup sur nos choix, nos décisions. J'ai une mentor, une ancienne professeure à moi qui s'appelle Marie-Zara Maroxy, que je profite pour saluer ici. Et cette dame vraiment est d'un apport incroyable, que ce soit d'un point de vue professionnel comme personnel. Elle est vraiment disponible. Et je me souviens, et ce qui m'a beaucoup marqué par rapport à cette première personne, Marie, c'est qu'elle est venue à la maison dès après mon accouchement. Elle est venue me rendre visite, un peu comme on le fait en Afrique, en France, oui. En France, un peu comme on le fait en Afrique, où on vient rendre visite à la personne qui vient de donner vie. Et j'ai trouvé ça tellement marquant. C'est pas tout le monde qui le fait. D'autres vont avoir tendance à vous passer un coup de fil, féliciter. Mais ça fait vraiment plaisir. Une deuxième figure importante pour moi, je dirais ma grand-mère. Ma grand-mère, j'en ai parlé. Ta mère ou la mère à ton père? La mère de ma mère, parce que malheureusement, la mère de mon père est partie quand j'étais très petite. Très petite, Donc, oui, parce que cette dame, elle est formidable. J'ai eu la chance qu'elle lave ma fille avant de décéder malheureusement en 2019. Donc elle a été un modèle aussi pour la famille, parce qu'elle arrivait à réunir justement tous ses enfants à plusieurs occasions dans l'année. Et il faut avoir un certain leadership aussi même au sein de la famille pour réussir à faire ce genre de choses. Donc pour moi, et puis elle était infatigable en fait. Donc pour moi, c'est une personne vraiment admirable. Et voilà, de temps en temps, je me souviens de tout ce qu'elle a pu faire pour nous. Et une dernière personne qui m'inspire, il y en a tellement en fait, il y en a tellement qui sont inspirantes. Je dirais mon mari, voilà. Mon mari aussi m'inspire parce Déjà? Oui, il faut que je le dise. Ah bon? C'est extrêmement rare dans la gente féminine qu'un mari soit un homme, un modèle pour l'épouse. Ah, mais c'est un miracle, ça. Ah oui, c'est un miracle, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il est un modèle? C'est vrai qu'il y a peu d'occasions pour moi de le mettre en lumière, mais c'est vrai que, en fait, on s'est connus l'année où je suis arrivée en Guinée. Et il travaillait dans une société. Et il a décidé, quelque temps après, de se lancer à son compte. Et on sait ce que c'est de se lancer à son compte. Il y a des moments où tout va bien, et il y a des moments où tout va moins bien. Donc, je trouve qu'il a une force et un courage incroyable parce que c'est une personne qui ne se plaint jamais. C'est quelqu'un qui est très calme, qui est plutôt serein. Et c'est cette force qu'il a, parce que s'il était comme moi, aussi émotif à des moments, je pense qu'à un moment, là, on serait pas là où on en est aujourd'hui. Et je trouve que c'est une personne vraiment admirable et remarquable. Aujourd'hui, il n'a plus ses parents. Sa seule famille, c'est moi et puis ses enfants. Donc, vraiment, c'est une personne qui m'inspire au quotidien. Vraiment. C'est formidable. Maintenant, pour revenir sur le plan professionnel, comment s'est dissipée la lumière vers la communication? C'est parti d'où? Alors, je me rappelle d'une phrase, encore une fois, je le cite beaucoup aujourd'hui, de mon père, qui me disait toute petite... tais-toi, les enfants n'ont pas droit à la parole quand un adulte parle. Donc, pendant des années, j'ai vécu un peu un traumatisme en me disant, comme il y a les aînés qui sont là, j'ai pas le droit de parler. Donc, la communication a été pour moi une sorte de revanche sur la vie. En grandissant. Je l'ai découvert bien évidemment à l'école, mais je me suis aussi très vite aperçue que c'était un moyen puissant de faire passer des idées, des messages, même auprès de mes camarades, de mes amis, de mes copains et copines. Donc, je me suis dit, après ma licence en tourisme,
que finalement, j'allais approfondir la communication. J'avais abandonné l'idée de devenir professeur d'anglais parce que je me suis dit que prof d'anglais, vous avez souvent des élèves au fond de la classe qui vont perturber. Donc, je n'étais pas prête à affronter ce genre de choses. Okay. Voilà. Donc, je me suis dit la communication serait vraiment un moyen pour moi de faire passer un message au monde. Et surtout, en tant que petite fille ou adolescente plutôt originaire d'Afrique, ce serait un moyen pour moi de m'imposer. Donc, la communication, finalement, ça a été ce qui a un peu guidé toute ma vie. D'abord, une absence de communication pour vraiment exploser dans la communication. Oh, mais si je rebondis sur ce que tu viens de dire, beaucoup de filles sont victimes de cela. Parce qu'en Afrique, la parole est restée sacrée. Les enfants n'ont pas le droit de prendre la parole, ça c'est généralement, mais les filles sont particulièrement victimes de cela. Et d'ailleurs, le principe qui dit que tais-toi et sois belle, et on dit la plus belle parure d'une femme, c'est son silence, etc., a tendance à entraver le génie d'orateur, l'art oratoire des femmes aujourd'hui. Quelle est ta lecture de cette pratique-là dans nos familles? Parce que peu de familles communiquent avec les enfants aujourd'hui. Surtout les familles dites de fonctionnaires, où papa et maman passent la journée au boulot, quand ils reviennent, cassés déjà par le rythme de travail. Dès qu'un enfant vient et veut s'exprimer en disant « s'il te plaît, j'ai eu une journée chargée et je n'ai pas d'oreille pour écouter ». Est-ce que cela a un impact sur l'éducation, sur le génie de communication des filles? Ça, c'est un très bon point que tu touches là, parce que c'est un sujet aussi qui est sensible au sein même des familles, on va dire, plus ou moins modernes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les choses sont en train de changer, je trouve. C'est vrai qu'avant, on disait que tu es femme, donc tu n'as pas le droit de t'exprimer. Et justement, c'est pour moi quelque chose de très essentiel, même au sein de la famille. Laisser chacun pouvoir s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle qui nous suit tout au long après de notre vie. Si dès le départ, on n'encourage pas les plus jeunes, les enfants, nos enfants en tout cas, à pouvoir s'exprimer, demain dans la société, on a des enfants qui gardent ces séquelles de l'enfance et qui ne viendront pas spontanément s'exprimer, ou en tout cas donner des idées pour faire avancer la nation, par exemple. Okay. Il y a un vrai travail à faire, surtout dans nos sociétés africaines, pour pouvoir sensibiliser les gens à, même si en rentrant du travail, ils sont fatigués, ce qu'on peut comprendre, on l'est tous, c'est de s'accorder un temps de qualité en famille, ne serait-ce que 30 minutes pour savoir comment s'est passée la journée, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la journée. Bon, là, on dévie vers la parentalité, mais c'est très important de savoir qu'est-ce que les enfants ont fait, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, et d'avoir voilà, ce dialogue, parce que les enfants voient le monde à travers nos yeux. Okay. On est leur référence, on est aussi leur modèle. On est certes des modèles peut-être à l'extérieur, mais au sein des familles, on a ce rôle de modèle. Et on doit être disponible pour eux. Et si nous ne le sommes pas, qui le sera pour eux? Aujourd'hui, les enfants utilisent beaucoup tout ce qui est Internet, les tablettes, les téléphones, pour se réfugier justement parce que les parents n'ont pas ce temps à leur consacrer. Souvent, on est là, on dit, bon, tiens le téléphone, pendant qu'on s'occupe d'autres choses. Donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir les déconnecter de tout ce qui est téléphone, surtout voilà, limiter au moins le temps d'utilisation du téléphone et plus privilégier un temps pour voilà, apprendre, échanger avec eux et pourquoi pas aussi faire des jeux avec eux. Moi, ça m'arrive par exemple de jouer au Monopoly avec mes enfants les week-ends et c'est vraiment un temps qu'on apprécie. Nous, en tout cas, faire des sorties aussi les week-ends, ne serait-ce que pour se balader dans le quartier, c'est hyper important, il ne faut pas l'oublier. Ce podcast, certainement, va inspirer beaucoup de gens féminines, beaucoup de gens te regardent. Dans ce métier de communication, quelles sont les difficultés que celles qui veulent faire comme toi doivent s'attendre? Alors, il faut s'attendre à ne pas se reposer sur ses lauriers, je dirais. Parce que, comme on le dit, le meilleur investissement, c'est celui que l'on fait sur soi-même. Donc, on peut, par exemple, avoir un diplôme ou pas en communication ou avoir de l'expérience en communication. Mais le plus important, c'est de continuer à se former dans ce domaine qui est tellement vaste et tellement riche
qui nécessitent d'être au fait des tendances. Donc, s'armer de courage surtout, persévérer pour finalement arriver à ses fins. Et vraiment, le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est que demain, en appliquant les conseils que l'on peut leur donner, elles-mêmes seront amenées à donner des conseils aux autres. Donc, on a certes des parcours différents, mais la volonté, je pense, reste la même pour tout un chacun. Et surtout pour tout un chacune, si on peut le dire comme ça. Tout à fait. Tu es une personnalité aujourd'hui très influente sur les réseaux. C'est-à-dire qu'en regardant seulement le nombre de personnes qui te suivent sur LinkedIn, et sur Twitter et sur Facebook. Cette notoriété-là, ça change quoi dans ton quotidien? Alors, ça change beaucoup de choses. Pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux? Parce que c'est parti d'une frustration. Ça, il faut le dire. Souvent, vous allez voir que les personnes qui se lancent un peu notamment sur LinkedIn, ont vécu une douleur ou un problème qui les a amenés à vouloir aider les autres, à vouloir partager, aider les autres. Moi, j'ai été frustrée en 2020, lorsqu'on m'a dit que le problème chez toi, c'est que tu n'es pas visible, tu n'es pas suffisamment visible. Peut-être tu travailles. Moi, je ne te connais pas particulièrement. Ça, c'était de la bouche d'un manager. Hein. Okay. Donc, s'il y avait un poste à pourvoir, honnêtement, ce n'est pas à toi que je penserais. Donc, je me disais peut-être que le boulot que j'avais fait pendant des années n'était pas forcément visible, en fait, ou en tout cas valorisé à juste titre. Et je me suis dit que si j'attends que les autres valorisent mon travail, je pourrais encore attendre des siècles. Donc, j'ai décidé moi-même de valoriser ce que je suis, ce que je fais, mon parcours, pour pouvoir aussi inspirer d'autres personnes. Parce qu'on est mieux présenté que personne. Exactement, okay. Comme on le dit, on est mieux présenté, on est mieux servi d'ailleurs que par soi-même. Okay. Donc c'est vraiment une porte de sortie, en tout cas une fenêtre qui nous permet de réellement nous exprimer et d'être vraiment en accord avec soi-même. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment pour moi une façon de me libérer, de libérer la parole, mais aussi de pouvoir aider au maximum. Aujourd'hui, j'ai mon réseau qui s'agrandit. J'ai des collaborations aussi qui naissent avec d'autres personnes d'ailleurs que j'ai jamais vues à travers le monde. Mais il y a des connexions qui se créent assez fortes et qui permettent justement d'impacter davantage. Et pour moi, en fait, ma démarche au départ, elle était très simple. C'était de me dire, s'il y a une personne qui est restée peut-être des années sur sa position, et qui ne sait pas comment s'y prendre pour pouvoir se dépasser, sortir de sa zone de confort, eh bien, je vais lui montrer que c'est possible à travers ce que moi j'ai pu faire. Et aujourd'hui, effectivement, à côté du boulot que j'ai donc chez Orange Guinée, à côté du salariat, j'aide les responsables communication et marketing à devenir des références dans le domaine grâce à leur marque personnelle. Et aujourd'hui, tu accompagnes des milliers de personnes, notamment des dames mariées ou non mariées. Généralement, quand les gens viennent vers toi, ou des hommes même, j'en connais beaucoup, qui m'ont dit que tu es vraiment leur coach et que tu es en train de modifier leur vie au quotidien. Quand les gens viennent vers toi, tous ceux qui viennent vers toi, généralement, quels sont les problèmes qui s'intercoupent? Il y a quel type de problème souvent auquel tu fais face et dans lesquels tu les accompagnes? Alors c'est vrai que dans les débuts en tout cas, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour me parler d'un problème de manque de confiance en elles-mêmes. Okay. Ça, c'est un vrai sujet parce que sans confiance en soi, on peut quasiment rien faire dans ce monde en fait. Parce qu'on est en permanence en train de se remettre en question. On se dit que si on prend la parole en public, c'est la honte. On ne saura pas sortir 2-3 mots. On préférait se cacher. Quand on nous sollicite pour répondre à une question, on préfère rester derrière son collaborateur ou en tout cas la personne à côté de nous, faire semblant d'être sur son téléphone. Alors que au contraire, ce sont de belles occasions de pouvoir valoriser ce que l'on est et ce que l'on fait. Vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir justement arriver à saisir les opportunités dans ce manque de confiance et de se dire que, en fait, les choses se font pas à pas. On ne va pas aller conquérir le monde comme ça, en un matin. Et c'est des petits pas que l'on pose au quotidien.
Par exemple, Sekou Sako, toi, tu viens aujourd'hui, tu sais que tu as une réunion, tu te dis que, alors, pour cette réunion, je vais préparer, je sais l'objet de la réunion, je vais préparer 2-3 questions pour qu'on sache que Sekou Sako est aussi là. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur de s'exprimer. Que ce soit même sur les réseaux sociaux ou en direct, beaucoup de personnes ont du mal à s'exprimer. Donc, c'est des petits pas comme ça, ou de se dire, par exemple, aujourd'hui, je vais participer à un événement auquel on m'a convié. Ce sera une occasion pour moi de parler de ce que je fais. Donc, saisissons les opportunités. Et plus on saisit les opportunités, plus on pratique, plus la confiance en soi augmente. Ce qui me donne aussi confiance en moi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est les retours que j'ai, comme tu l'as si bien dit, des personnes qui disent, voilà, on te suit, on voit ce que tu fais, et qui, même en réunion, des personnes que je n'ai jamais vues, qui me disent, ah, c'est vous la dame sur LinkedIn, là, qui parle. Donc, on vous suit, on regarde ce que vous faites, et c'est ça, en fait, mon énergie et ma force. Voilà, donc quand on a ce genre de retour, on a vraiment, on se dit, mais en fait, je suis peut-être pas si nulle que ça. Finalement, ce que je fais, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ça aide des personnes. Ça aide des milliers de personnes, effectivement. C'est vrai, les retours, souvent, c'est l'engrais qui fertilise toujours l'énergie des producteurs de contenu. Et souvent, c'est ce que j'ai dit à ceux qui nous suivent, à ceux qui like et qui commentent, que leur opinion, c'est l'engrais qui fertilise notre énergie pour continuer à pouvoir produire et recevoir des personnalités de cette qualité. Donc, ceci étant, Madame Bérangère, là, vous débarquez à Guinée. Vous n'êtes pas guinéenne, vous n'avez pas d'adresse. Vous ne connaissez personne. Vous prenez votre avion parce que vous avez eu un appel d'offres qui vous parle d'un pays, la Guinée. Vous regardez la carte du monde, vous vous demandez, c'est quoi la Guinée? Avant d'être là, quelle image avez-vous de ce pays? Et vous êtes maintenant guinéenne entre griffes, puisque l'homme de votre vie, vous l'avez rencontré en Guinée. Et aujourd'hui, quelle est votre lecture de la Guinée? Waouh, ça me remonte à des émotions, en fait, ce que tu es en train de dire. C'est vrai, je ne connaissais pas du tout la Guinée. La première chose que j'ai faite, je suis allée sur Google et j'ai recherché président. Je me rappelle encore, c'était en 2012, mais je me rappelle, président de la Guinée. Alors, j'ai vu le nom à l'époque, je me suis dit, d'accord, j'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là. Et il y avait beaucoup d'appréhension et d'a priori parce que j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, tu connais pas le pays, tu vas aller là-bas, comment tu vas faire? C'est ça aussi la confiance en soi, quelque part. Okay. Et mon père me disait, vas-y, c'est ton continent, il faut partir. De toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est ton continent. Ma mère qui me disait, vous savez, les mamans, l'instinct, si tu n'es pas sûr, c'est pas la peine, il faut rester. Donc, j'ai coupé la poire en deux, j'ai dit, je vais y aller. Et de toute façon, si ça ne se passe pas bien, je vais rentrer. Donc, avant de partir en Guinée, avant de venir ici en Guinée, j'avais aucune idée d'abord. Vraiment, hein, mais vraiment. Aucune idée à part le nom que j'avais recherché du président. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais je me suis dit, bon, comme je connais l'Afrique, étant allé plusieurs fois au Bénin, au Maroc, et voilà, je ne vais pas être autant dépaysé que ça. Okay. Je me suis dit, après tout, ça reste l'Afrique. Mais, quelle a été ma douleur en descendant sur le tarmac de l'avion? D'abord, bon, c'est la chaleur de l'Afrique. On ressent ça, les moustiques qui vous accueillent. Mais la famille chez qui je suis allée, donc rester 11 jours, il n'y avait pas de courant. Enfin, tout était noir. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation, complètement dans le noir, à la lumière de la bougie. Mais comme je suis quelqu'un qui m'adapte, bon, je me suis dit, bon, certainement, ça doit être une coupure et puis ça reviendra. Et au fil du temps, c'est vrai que mes souvenirs maintenant sont un peu plus abstraits, mais ça ne m'a pas vraiment dérangé plus que ça, en fait, parce que j'ai fait comme tout le monde, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui m'adapte beaucoup, en fait. Et après ça, la lecture que j'en ai aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on revient à cette situation, en fait. Parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, on est sans filtre et sans tabou. Donc, je me dis quelque part que la Guinée est un pays formidable, un pays riche. J'ai découvert aussi certains endroits à l'intérieur du pays vraiment magnifiques et somptueux. Et je me dis que les Guinéens sont très forts. Ils ont une capacité de résilience incroyable. On le dit tous les jours. Et
je pense que c'est une des qualités fortes de ce pays, que d'ailleurs même d'autres pays peuvent envier, parce que vous mettez cette situation dans un autre pays, je me demande comment les gens pourront réellement s'en sortir. Et surtout, pour moi, c'est un pays, même si demain je suis ailleurs, je n'oublierai vraiment jamais. Il reste là. Et à Guinée, quel a été le plus grand défi auquel tu as été confronté? Pour la petite histoire, bon, je ne veux pas insister beaucoup. Comment tu as rencontré le monsieur? Est-ce que c'est dans l'ascenseur, au cours d'un courrier? Qu'est-ce qui s'est passé? Travail professionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quel est le plus grand défi auquel tu as été confronté à Guinée? Et comment tu as su que c'était l'homme de ta vie? Alors, je dirais le plus grand défi, là, on va rentrer vraiment dans l'intimité, dans ce que je n'aime pas trop faire en général. Tout à fait. Parce que là, Sako, tu me bouscules dans mes retranchements. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que moi, j'ai toujours vécu avec mes parents. Et je suis arrivée en Guinée, j'ai fait de la colocation avec une personne qui travaille avec moi dans l'entreprise. Mais cette personne m'a fait vivre vraiment de toutes les couleurs. Elle m'a montré toutes les couleurs. On partait dans la même entreprise, mais elle me disait à chaque fois, elle avait une voiture de fonction, moi je n'avais rien, je n'avais pas de voiture pour me déplacer, pour aller au travail. Donc j'attendais souvent le taxi et je lui disais, on part ensemble. Elle me disait, ah non, on n'a pas le même programme. Donc tu vas chercher ton taxi et moi de toute façon je viendrai après. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut penser comme ça? Finalement, au fur et à mesure du temps, comme j'ai dit, je me suis adaptée. Et un jour, je lui ai annoncé que j'ai trouvé un appartement, finalement, où je pourrais être seule. Et ce jour-là, vraiment, je pense qu'elle a pété les plombs parce qu'elle m'a demandé de lui rendre tout le matériel que l'entreprise avait mis à ma disposition, ventilateur et compagnie. Et je me suis dit, ça, c'est quand même bizarre, mais je ne vais pas répondre. Je vais la laisser faire, aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire. Et à un moment donné, elle m'a même dit qu'elle avait coupé dans mon salaire pour récupérer l'argent du loyer parce qu'elle n'était pas sûre que je paye l'argent en quittant cet appartement-là. Donc là aussi, je l'ai laissé faire. Mais pour dire aussi que maman, même quand elle venait, elle lui avait fait certains cadeaux qu'elle m'a rendus le jour où je suis partie, où j'ai quitté son appartement. Donc, vous voyez, il y a des choses qui marquent. C'est quelque chose que moi, je ne pourrais pas faire l'année prochaine. Oui. Mais voilà, c'est une aventure un peu spéciale. Maintenant, mon mari, comme vous m'avez posé la question, comment on s'est rencontrés, comme tu m'as posé la question, c'était d'abord, on s'est rencontrés pendant la Tabaski, une Tabaski en 2012. La Tabaski 2012, je pense que c'était autour du mois d'octobre, donc un mois après que je sois arrivée en Guinée. Et c'est par le biais d'un collègue de travail. Alors une fois, il a fait un chèque comme ça, où il a mis sur le chèque 1000 Guinéens. Et donc moi, ça m'a fait rire. J'ai dit à mon collègue, mais il faut que tu me donnes son numéro parce que je ne comprends pas. Il a signé 1000 Guinéens ou bien 1000 francs guinéens? Parce que 1000 Guinéens contre un chèque, comment ça? Donc j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé pour qu'il m'explique pourquoi il avait écrit 1000 Guinéens. C'est sur un chèque, on écrit 1000 francs, on écrit le J'ai dit, tu veux vendre 1000 Guinéens ou bien qu'est-ce que tu veux faire? Donc ça l'a fait sourire, on a rigolé autour de ça. Et puis après, de fil en aiguille, on a commencé à échanger. Et après, voilà, le mariage est arrivé bien plus tard. Mais c'est comme si le destin était là parce que tout pile un mois après que je sois rentrée en Guinée, je l'ai rencontré. Et c'est celui qui est devenu mon mari aujourd'hui, avec qui je vis. Et comment la nouvelle a été annoncée à la famille en France pour dire que je suis venu chercher un boulot en Guinée? Non seulement j'ai eu le boulot, mais j'ai eu l'homme de ma vie aussi. Ça a été quelque chose d'incroyable parce que d'abord, il s'est présenté comme un protecteur pour moi. Okay. Parce que lui était là depuis un peu plus longtemps que moi. Et du coup, je ne sais pas, il y a l'instinct qui m'a dit de le suivre. D'écouter ce qu'il me dit. Donc, de fil en aiguille, j'ai compris qu'il me voulait du bien. Okay. Donc, ça a été vraiment un protecteur d'abord pour moi. Et puis, la famille, je l'ai informée, j'ai informé la famille assez tôt, qui était plutôt rassurée que leur fille était en sécurité. Ma mère est venue 1 an après me voir en Guinée pour comprendre d'abord là où je vis, parce que voilà, elle voulait savoir. Elle n'avait pas le cœur tranquille, parce qu'elle se disait que sa fille vit dans un pays qu'elle-même elle ne connaît pas.
Et finalement, quand elle a vu donc monsieur, elle était plutôt rassurée. Voilà, donc la famille après l'a plutôt bien pris. Et jusque-là, ça va. On va rabattre encore le tambour pour revenir encore à ta carrière. Quelle est aujourd'hui la leçon la plus importante que tu as apprise dans ton métier et qu'aujourd'hui tu es prêt à mettre à la disposition des gens, si seulement qu'on te contacte pour que tu aides les gens, les accompagnes, comme tu es en train de faire pour les milliers de personnes? Quelle est la principale leçon que tu as apprise aujourd'hui de la vie, de ton métier et de tout ce qui va avec? Bon, je dirais qu'en entreprise comme dans la vie, c'est la jungle. Hein. Okay. On est d'accord. Soit tu es fort, tu survis, ou tu es faible, on te dévore. Voilà. C'est la formule? Exactement, c'est ça. Et pour justement avoir les armes et être suffisamment apte à relever les défis, les obstacles du quotidien, il faut faire preuve d'intelligence situationnelle. En fonction de la situation, c'est vrai que c'est des choses aussi qu'on voit dans ce que je peux faire pour accompagner les autres, mais il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence situationnelle, saisir les opportunités comme je l'ai dit, et pouvoir aussi quelque part, au départ, avant que, bon, on va revenir encore sur une autre histoire, mais avant que je devienne maman, j'étais quelqu'un de très rancunière, on va dire. Vraiment, c'était tu me donnes, je te rends, tu vois. Et je gardais ça en moi. Mais aujourd'hui, avec la maternité, je me suis beaucoup plus détendue et il y a des choses qui se passent et puis je me dis, bon, je laisse passer. De toute façon, ça n'engage que la personne en question, ça ne m'engage pas, tu vois. Et je pense qu'il est important de pouvoir prendre de la hauteur aussi dans ce que nous faisons. C'est vrai que quand vous remarquez même les Occidentaux, souvent, ils ont cette tendance à ne pas réagir à chaud sur une situation avec les émotions. Ils prennent le temps de l'absorber, de digérer et ensuite de donner une réponse réfléchie. Donc, pour pouvoir faire preuve de grandeur et pouvoir lutter face à l'adversité, aux obstacles de la vie, je pense qu'il faut arriver à prendre de la hauteur sur les choses. Ne pas réagir à chaud et se dire que, bon, ça n'engage que la personne, ça ne remet pas en question qui je suis, ça, c'est une situation donnée. Et voilà, demain est un autre jour, quoi. Donc, on fait vraiment en fonction de la situation, mais en ne gardant pas la situation comme quelque chose de défini, quoi, qui te définit, en fait. Pour moi, la meilleure leçon de vie, que ce soit boulot ou pro, c'est prendre de la hauteur, vraiment, sur toutes les choses. Et dans le métier, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Dans le métier de communication, quand tu commençais en 2000, peut-être bien avant 2000, l'an 2000, tu as commencé la communication. Certains outils aujourd'hui, certains réseaux sociaux n'existaient pas. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ce métier de communication? Le début et aujourd'hui, quelle est l'évolution, quel est l'écart qui s'est créé? Ah oui, c'est une belle question parce que quand on fait des études en communication, on voit des principes empiriques, on voit beaucoup de théories, mais quand on vient dans le monde professionnel, on pratique et on se rend compte que ce qu'on a appris à l'école n'est pas forcément ce que l'on pratique au sein des entreprises. Donc ça, il faut accepter de se faire tout petit en arrivant pour essayer de comprendre le fonctionnement, comprendre comment ça marche. Et une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut, avec ce qu'on a appris à l'école, essayer d'apporter du sang neuf, on va dire, pour pouvoir être en tout cas beaucoup plus efficace, apporter un regard nouveau sur les choses et vraiment amener en tout cas l'entreprise au sommet, quoi. C'est ce que je peux dire. Entre ce que j'ai appris et aujourd'hui, il y a quand même un vrai fossé, comme tu l'as dit, il y a quand même un fossé. Et pour combler ça, c'est vraiment pratiquer, écouter, surtout beaucoup avant de pratiquer. Et voilà. Et je suis vraiment contente d'avoir eu des collaborateurs formidables depuis que je suis chez Orange Guinée, qui m'ont aussi beaucoup aidé. Au départ, franchement, au bout de 2 mois, je voulais partir parce que je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et avec la bienveillance,
l'écoute, la compassion, l'empathie. J'ai pu aussi, grâce à eux, vraiment apprendre et évoluer au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, toi, tu es de culture africaine parce que de Bénin à la Guinée, c'est vrai, c'est la CEDEAO, c'est l'Afrique de l'Ouest. Nous avons à peu près les mêmes dénominateurs communs sur les questions culturelles. Les filles sont déscolarisées chez vous comme chez nous. Et elles sont victimes de mariage précoce chez vous comme chez nous. Et elles sont aussi victimes de mariage par colis. Le monsieur est à l'étranger et la dame est ici, comme chez vous, comme chez nous. Aujourd'hui, quelle est ta lecture de ces faits sociaux, souvent qui impactent l'évolution de la gente féminine, de l'écologie de l'énergie de la femme africaine? Oui, c'est clair qu'on tue de cette manière-là le potentiel féminin, en tout cas africain. Vous verrez pas forcément ça en Europe, hein. Rarement, moi, j'ai entendu au vu des cas pareils. On voit les résultats, on sait ce que ça donne, mais malheureusement, on continue dans cette dynamique. Mais en sensibilisant, en continuant d'expliquer aux gens qu'on peut être une femme, limite j'ai envie de dire soumise, et travailler, c'est possible en fait. Donc c'est pas le fait forcément de marier très tôt quelqu'un. D'ailleurs moi, par exemple, mes parents ne m'ont jamais imposé de marier. J'aurais pu marier avec un Chinois, un Japonais, un Australien, peu importe. L'essentiel c'est que, ils me l'ont dit, hein, quand vous avez des problèmes dans ton couple, ne nous appelez pas, tu ne m'appelles pas. Voilà, ils m'ont dit c'est ton choix, c'est toi qui décides de ton choix, de ce que tu fais. C'est vrai que dans nos sociétés africaines, au Bénin ou comme en Guinée, on nous impose souvent ce que nous devons faire. On nous impose de ne pas parler, on nous impose d'être dans des foyers, d'épouser, voilà. Ok. Et pour moi, c'est quand même un dommage, ça crée quand même des dommages dans le temps. On pense bien faire, mais dans le temps, c'est quelque chose, parce que non seulement d'un point de vue éducation, c'est un peu plus compliqué parce que on demande à la femme d'être apte tout de suite, à être une femme au foyer, à préparer, nettoyer la maison et toutes les tâches en fait domestiques, au détriment du coup de l'école. Et pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Et je pense que ces élans-là de femmes qui peuvent inspirer aussi d'autres permettra de rompre un peu cette chaîne à laquelle nous sommes liés. Et vraiment, il faut qu'on en finisse réellement. Je sais que certains vont écouter, ils vont dire que qu'est-ce qu'elle est en train de raconter. Nous, c'est comme ça, c'est dans notre culture, c'est dans nos traditions. Mais je peux vous assurer que... après, je respecte, hein, mais je tolère pas. On peut respecter, mais voilà. Sans tolérer. Voilà, sans tolérer. Peut-être vers la fin de notre entretien, ouais. on va faire une projection. Nous sommes 2024. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, est-ce qu'on retrouvera Juliette dans la politique? Waouh, ça c'est une belle question. La politique, peut-être dans l'ombre. Dans l'ombre de qui? Dans l'ombre, ça dépendra. Pourquoi dans l'ombre? Tu es une femme leader, remarquable, suivie, et qui a des belles idées, et qui décide d'être dans l'ombre. Pourquoi ce soir d'être dans l'ombre d'abord? Tu es influencé par les autres? Pas forcément, mais... Qui te dit que tu es faite pour l'arrière-cour, la cuisine, s'occuper des enfants, s'occuper du mari? C'est quoi le souci? Fait, pour moi, en tout cas, pour moi, je dirais que je suis efficace quand j'aide les autres, en fait. Ok. Voilà. Pour moi, c'est une valeur chère qui est de pouvoir aider les autres. Donc, si je peux faire en sorte que quelqu'un puisse éclore et vraiment être la voix de quelque chose d'assez impactant pour l'ensemble de la nation, ou, voilà. Pour moi, j'aurais largement gagné. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question de la politique. C'est vrai, c'est une bonne question. Je me suis dit que voilà, j'ai des valeurs, j'ai des choses à défendre. Mais ce qui me fait peur, c'est quand je vois ce qui se passe dans la politique. Qu'est-ce qui se passe dans la politique?
Tu veux me faire parler Oui, aujourd'hui? vas-y, qu'est-ce que tu penses de la politique? Non, après, souvent on a de bonnes intentions. Tu as dit l'entreprise, c'est la gêne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses de la Comme dans la politique? vie. Comme dans la vie. Qu'est-ce que tu penses de la politique? Des gens peuvent avoir de bonnes intentions politiques, peuvent être engagés, politiquement ou pas, dans beaucoup de choses. Mais arriver à un certain niveau, c'est mon sentiment. J'ai l'impression que on oublie un peu. On oublie un peu toute la bonne volonté, la dynamique qu'on avait. Et on se laisse peut-être happer par un système qui nous contraint à délaisser certaines choses et à en prioriser d'autres. Donc, c'est un peu ce qui me déçoit, en fait, dans la politique. Donc, je suis plutôt des artisans au plus bas qui arrivent, ou en tout cas un peu plus bas, qui arrivent à impulser certains changements, certaines choses, vraiment auprès des populations. Et aujourd'hui, tu travailles sur l'image des personnalités publiques aussi, Oui. très généralement, que tu accompagnes. Chaque fois quand tu as un contrat, chaque fois quand tu as une alliance avec quelqu'un dans le cadre du traitement de son image, Oui. quels sont les aspects que tu étudies généralement pour que la personnalité soit vue à sa juste valeur et que le produit que tu fabriques, c'est-à-dire la personne que tu fabriques, soit vue sous un meilleur angle? C'est ces futurs consommateurs, je veux dire ces militaires, pour ne pas dire forcément que c'est des leaders politiques que tu accompagnes, quoi. Généralement, tu travailles sur quel aspect de leur apparence, de leur notoriété? Alors, je ne fabrique pas. Elles se font elles-mêmes parce que, comme je le disais, la marque personnelle, c'est ce que tu es. C'est ton authenticité. Ok. Quelque chose qui est fabriqué, ça se voit tout de suite. Et si ça ne se voit pas tout de suite, ça se verra dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Ok. Il faut être vraiment aligné avec ce que tu es. Si tu veux, en tout cas, te développer ton image, bâtir une image solide. Dernièrement, j'ai même fait une publication qui parlait justement de la facilité à pouvoir détruire une image, l'image d'une personnalité ou l'image de quelqu'un qui est très suivi. Il suffit d'une rumeur, il suffit d'une étiquette qu'on te colle qui peut te faire vraiment descendre complètement. Donc, qu'est-ce qui peut contrecarrer ça? C'est ton intégrité, c'est l'héritage que tu laisses, ce que tu fais. Et quand on dit ce que tu fais, c'est que tu démontres aussi de façon concrète ce que tu fais. Tu vas pas dire que voilà, tu réalises telle chose et que finalement on se rend compte que c'est pas le cas. Tu as réalisé telle chose, c'est ce que tu peux mettre en avant. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est pas la peine de t'avancer sur ce terrain-là. Donc pour moi, une personnalité, elle se construit sur son histoire, son expérience, son talent, ses valeurs, ses réalisations. C'est ça en fait qui compte le plus, c'est l'essence même pour moi de ce qu'est la marque personnelle. Super. Et dans ce thé-là même, quand on garde le cap là, est-ce que tu te rappelles, tu ne vas pas me donner le prénom de tes clients, ça je sais, mais aujourd'hui ce phénomène de destruction des uns des autres sur les réseaux sociaux, c'est courant. Un clic de doigt, quelqu'un te descend, malgré sans te connaître, il détruit ton image, c'est que l'entreprise que tu as mis en place des années, il le met à terre. Et quel est l'outil que tu mets souvent à la disposition de tes clients pour contrecarrer ces faits-là, pour anticiper sur ces faits et pour contrecarrer quand ça arrive? Oui, c'est ça. C'est comme je le disais, l'image personnelle, elle met du temps à se construire. Okay. Donc, en construisant son image, on a une communauté aussi qui se crée autour, qui devient de potentiels ambassadeurs, de potentielles personnes qui vont venir te défendre quand il va arriver quelque chose d'insolite, exceptionnel. Et c'est déjà la première barrière, c'est ta communauté. Maintenant, encore une fois, c'est toi, on va dire le produit à vendre. Si tu n'es pas là, il n'y a plus rien à vendre. Donc, pour pouvoir garder cette légitimité, il faut que tu puisses justement continuer de raconter ce que tu es et ce que tu fais de manière authentique. Le mensonge rattrape toujours. Donc, il faut absolument... C'est vraiment pour moi la pièce maîtresse, quoi. Si tu es authentique avec ce que tu fais, les autres le ressentent et seront vraiment ta barrière protectrice.
Tu auras des destructeurs qui vont venir, certes, qui vont venir publier des choses sur toi, vraies ou pas d'ailleurs. Et c'est pas l'essentiel à retenir finalement. Ce qui va rester le jour où tu vas disparaître, c'est l'héritage que tu auras pu laisser aux autres en fait. Voilà. Pour moi, c'est une des réponses. Après, l'image, évidemment, elle peut s'éroder, s'effriter un peu parce que voilà, on peut recevoir des coups. C'est comme toute entreprise aujourd'hui qui reçoit des coups, ça peut affecter en quelque sorte une partie de... Mais l'important, c'est d'être très solide. Quand on est très solide, par exemple, quand on est debout et qu'on est très solide sur ses pieds, quand il y a du vent, généralement, tu t'envoles pas avec le vent. Mais par contre, si... Mais nous allons vers la fin. Voilà. Il reste trois dernières questions. Okay. Là, depuis que tu as commencé, il y a une jeune fille, un jeune garçon, talentueux, qui t'écoute, mais qui a peur de s'engager, qui a quelque chose à dire, mais auquel on a dit de se taire parce qu'il est jeune, il ne doit pas parler, qui a une énergie à démontrer, à mettre à la disposition de sa communauté, mais qui fuit la lumière. Et tu as écouté jusqu'ici, quand tu le regardes dans les yeux, quel est le message franc que tu as pour lui? Pour changer son quotidien, pour changer sa vie, pour qu'il dise à partir de maintenant, moi aussi. Ça, c'est fort. C'est une phrase que j'aurais aimé qu'on me dise aussi il y a quelques années pour pouvoir justement me motiver à franchir le cap. Je vais peut-être être un peu sèche, mais quitte absolument ta zone de confort, sinon tu risques d'y mourir. Si tu veux en tout cas être sous le feu des projecteurs, briller par ce que tu es, ce que tu fais, il faut que tu passes à l'action. Tu peux te dire dans ta tête, oui, je veux le faire demain, je vais faire demain. Et demain ne vient jamais. Donc, il faut que tu passes le cap. Il faut que tu te dises, il faut que tu te fasses violence pour te dire, aujourd'hui, je veux que les choses changent. Si ça ne change pas, je ne pourrai pas changer moi-même et je ne pourrai pas changer le regard que peuvent, par exemple, avoir les autres sur moi et le regard que je veux que les autres aient de moi. Que ce soit mes proches, mon entourage, ma famille, mes enfants. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi quand je rentre le soir du travail? J'ai envie que ma famille soit fière, que les gens dans mon quartier me disent « Ouais, cette personne impacte. Ouais, Monsieur Sako, il est brillant, on le suit, on voit ce qu'il fait, il nous donne de l'espoir. En tout cas, de l'espoir, mais quelque chose aussi de concret. Grâce à ce qu'il dit, moi aussi, j'ai pu réaliser telle chose. » Il faut vraiment arriver à se dépasser, se faire violence. Non, mais vraiment, je suis sérieuse sur ça. Il faut pouvoir se dépasser. Oser croire en soi. Si on ne croit pas en soi, personne ne viendra croire en nous. C'est le message que j'ai envie de faire passer à cette jeunesse. La deuxième question sur les tranchées de Troie. Il y a 150 ans en arrière, tous ceux qui étaient sur la terre ne sont plus de ce monde. Mm-hmm. Dans les 150 prochaines années, tous ceux qui sont aujourd'hui sur la terre ne seront plus de ce monde. Mais la différence que nous, on a, la charge que nous avons, avec ceux qui ont disparu il y a 150 ans, c'est que nous allons survivre au-delà des 150 ans, à travers l'image, à travers le numérique, à travers le message que nous véhiculons. Nos corps physiques vont disparaître naturellement, mais nos voix, nos actions vont rester. Oui. Quelle est l'image éternelle que le monde devra retenir de Juliette? Waouh! Pour moi, l'image que j'aimerais que les gens retiennent quand je ne serai plus là, puisqu'on est tous appelés à nous endormir éternellement quand Dieu l'aura décidé, c'est que j'ai voulu, ou en tout cas, à travers ce que j'ai fait de ma vie, pouvoir impacter mon continent, pouvoir apporter quelque chose de fort au continent africain, de par ma personne, de par mes actions. Et je veux vraiment qu'on retienne de moi quelqu'un d'empathique, de généreux, à l'écoute, proche, et qui s'efface au profit justement des autres.
Donc vraiment, pour moi, c'est un peu le maître mot, ou en tout cas le mot de fin que j'aimerais donner ici aujourd'hui. Le mot de fin, c'est qu'au cours de cette émission de cet échange sur le plan anglais, il y a certainement un thème qu'on n'a pas touché, un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais bien évoquer. Et si tel n'est pas le cas, en regardant tous ceux qui t'ont suivi jusqu'ici, quel est le message phare que tu as pour les gens et les autres en ce qui concerne ce métier de communication institutionnelle et la mission que tu te donnes tous les jours pour accompagner les gens, pour que ceux qui hésitent encore de rentrer en contact avec toi, pour déboucher un peu les différents trous qu'ils ont dans la tête ou dans leur méthode de faire, puissent se dire, enfin, on a quelqu'un qui peut nous accompagner. Et je l'ajoute en toute discrétion, parce que apparemment, c'est ce qui est de ta qualité particulière aussi. Tous ceux qui m'ont abordé m'ont dit, elle est discrète, elle ne reconnaîtra pas. Moi-même, je t'ai demandé, tu connais tel, tu dis, oh, je sais pas, où. Alors que les gens m'ont dit, même avant-hier, on était ensemble, elle m'a coaché. Mais, toi, tu te souviens de personne en dehors du cadre professionnel. Quel est le message phare? Alors, ne faites pas comme moi alors, souvenez-vous des autres, n'est-ce pas? Mais en fait, la communication d'entreprise, par exemple, la communication personnelle, ça fonctionne exactement de la même façon. La communication d'entreprise, elle vise à vendre quelque chose. Et la communication personnelle vise à vendre l'image de soi-même. Et ces deux mondes, peut-être, qui peuvent sembler séparés, mais ces deux mondes qui sont étroitement liés. Okay. Aujourd'hui, d'ailleurs, je voulais en faire une publication, la communication même autour de la marque personnelle impacte la communication d'entreprise. Ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, le fait d'humaniser et le fait que l'entreprise s'efface un petit peu pour laisser la voix aux témoins des choses a un réel impact. Donc, pour ceux qui n'y croient pas, pour moi, l'image personnelle a de beaux jours devant lui ou devant elle, a un bel avenir. Parce qu'aujourd'hui, les meilleurs témoins de ce qui se fait au sein des entreprises, c'est les personnes elles-mêmes. Voilà, j'ai vécu telle expérience, j'ai grandi de cette façon dans cette entreprise, j'ai connu des obstacles, je les ai surmontés de telle façon, j'ai fait appel à telle capacité, telle compétence, telle qualité. Laisse aussi une empreinte mémorable pour l'entreprise, parce que derrière l'entreprise, on la voit comme une entreprise qui est bienveillante, qui permet aussi à ses collaborateurs de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi l'attirer vers le haut, parce que souvent les réalisations viennent de l'entreprise dans laquelle la personne évolue. Et vraiment, ça permet aussi de se positionner et de devenir aussi une référence et une autorité dans son domaine. Donc, les deux ne sont pas complètement incompatibles, bien au contraire, et le sont de plus en plus au sein des entreprises. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui hésitent encore à se lancer dans la marque personnelle de se dire que c'est le moment en fait. C'est vraiment le moment. Je pense que la marque personnelle, on en voit partout, on en entend parler partout. On voit beaucoup de monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui prennent la parole. Et si on ne fait pas partie de ce concert, on est voué vraiment à, je dirais même à échouer, il faut le dire. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, hein. Il y a tout ce qui est aussi hors ligne, le fait de pouvoir participer à des conférences, prendre la parole, le fait de pouvoir développer son réseau, d'aller vers des collaborations. Il faut saisir toutes ces opportunités. Pour moi, on en reparlera, hein, pour ceux qui aujourd'hui ne se seront pas décidés à le faire d'ici quelques temps, pour faire un peu le bilan, on le verra. Ceux qui n'ont pas pris le train en marche risquent de rester encore derrière. Donc j'invite vraiment tout un chacun à pouvoir engager sa marque personnelle à ses fins, mais aussi aux fins des structures dans lesquelles chacun évolue. Merci madame pour ton passage. Anguilab est créé pour donner la parole à ceux qui ont su créer la différence dans leur domaine. Et c'est un cadre d'échange, c'est une opportunité aussi que nous offrons aux gens d'apprendre sur le parcours, les techniques de travail des gens, leurs astuces, les talents, les objectifs qui sont fixés et surtout les défis qu'ils ont relevés dans leur vie pour que cela puisse inspirer le public. Parce que toute vie
mérite d'être connue parce que chaque vie a une histoire particulière. Et la vôtre aujourd'hui sera une source d'inspiration immense pour la gente féminine, mais pour tous les jeunes africains. Et surtout, je sais aussi que beaucoup aussi de Guinéens de la diaspora qui hésitent à rentrer en Guinée pour se chercher un boulot. Voici une Béninoise, française, née au Bénin et qui a grandi en France, qui laisse la France pour venir chercher le boulot en Guinée. Elle a un boulot bien et au-delà de ce boulot, elle mène d'autres activités aussi pour accompagner des Guinéens et d'autres Africains à s'épanouir. Mais le dernier mot de la fin, je suis tenté de revenir un peu sur l'actualité. Ça, c'est le dernier mot de la fin. La France tremble. La France a peur. L'arrivée, le Front National est au seuil de l'Élysée, pour ne pas dire de Matignon. Pour vous qui n'êtes pas descendants des Gaulois, quelle est votre lecture? Qu'est-ce qui ne va pas en France? Ça, c'est vraiment le dernier mot. Bon, je dirais même qu'est-ce qui ne va pas dans le monde. Depuis la Covid, on vit vraiment de réels changements dans le monde, vraiment d'un point de vue géopolitique. Hein, c'est vrai que c'est pas mon domaine en tant que tel, mais on est quand même, on voit quand même, on est quand même témoin de changements, de beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai qu'on est dans une période électorale en France actuellement, les législatives, où ça rappelle un peu les schémas précédents où il y avait aussi cette montée de certains partis politiques. Alors moi, ce que je peux en dire, c'est que il y a les élections, mais est-ce que ce climat-là n'est pas déjà là depuis un certain temps, en fait? Est-ce que ce climat-là n'est pas déjà là, voilà. Donc peut-être que les élections viennent sanctionner un peu ce climat, en fait. Maintenant, peur, faut-il avoir peur ou pas? Là est la question. Pour moi, la France est une nation vraiment multiculturelle qu'on ne peut pas éradiquer ou en tout cas raser comme ça. Et c'est la diversité de la France qui fait sa beauté. Et quelque part, on est à un seuil un peu critique, mais souvent quand on est dans une impasse, on revient à nos valeurs chères. Et j'espère surtout que la France pourra revenir à ses valeurs de fraternité, égalité, solidarité, et qu'on pourra, comme on l'a vu pendant des années, plusieurs décennies, pouvoir se donner la main les uns et les autres pour continuer de rayonner, faire en sorte que la France garde ses lettres de noblesse, parce que la France est un pays modèle, en tout cas, que beaucoup de pays envient, notamment pays africains. Donc, on souhaite vraiment que cette France qu'on a vue et qu'on a pratiquée du coup pendant des années, puisse continue de nous montrer toute sa belle diversité, au détriment de choses un peu moins gaies qu'on peut voir comme en ce moment. Donc, voilà. Merci à toutes, merci à tous pour votre attention et surtout votre patience. Comme je le rappelle, le podcast n'est pas une vidéo TikTok de quelques secondes, c'est un temps qu'on prend pour vraiment écouter les gens. Et ceux qui se donnent la peine de vraiment d'aller jusqu'au bout sont nos héros, non? Nos héros de l'écoute. Nos héros de l'écoute, très bien, merci. Et vos likes et commentaires constituent l'engrais qui fertilise notre énergie pour que nous puissions continuer à produire pour le bonheur de tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous, où que vous soyez, et on vous dit bien des choses.